Hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes. On est bon. On est bon. Attends, je suis vraiment ravi que tu aies accepté cette invitation. C'était facile pour moi de t'inviter et maintenant je te remercie de l'avoir accepté. Non, vraiment, c'est cool parce que, euh, à vrai dire, on se connaissait pas forcément avant de faire la première, enfin, avant d'avoir notre podcast enregistré dans le cadre de l'Agora et vraiment, j'ai tout de suite fité avec ton point de vue, avec tes idées. Et du coup, il faut vraiment on en reparle parce que tu as énormément de. Ouais, puis moi j'ai adoré ton dynamisme. Ça a été vraiment ça a été très agréable lors de l'entrevue. Tu m'as énergisé. C'était vraiment le fun, sincèrement. Donc, ce que je te propose, David, c'est de commencer. Déjà, merci. Et puis ensuite, je te propose de commencer par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement là pour les personnes, les malheureuses qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc, je suis consultant en positionnement spécialisé sur LinkedIn. Donc, entrepreneur depuis 2010. J'ai fait plusieurs projets sur le web, moi, mais j'ai pendant une longue période été dans des business de commodités. Et donc, j'ai, avec le temps, compris l'importance du positionnement, l'importance de vraiment bâtir des business d'affaires qui vont nous permettre de se démarquer. Donc, c'est avec le temps que j'ai vraiment développé une expertise au niveau du positionnement. Puis en 2018, ben, en 2016, j'avais vendu une entreprise. Et Hmm. sur 2 ans, là, j'avais vraiment, j'étais en réflexion pour me dire, bon, OK, quel projet d'entreprise je vais lancer. Et voilà, j'ai commencé à me positionner sur le personal branding, j'ai découvert LinkedIn et c'est devenu une évidence pour moi de dire, ben ok, le positionnement est tellement important, ben pourquoi pas me lancer dans cette direction-là pour aider les entrepreneurs à éviter toutes les erreurs que j'ai faites moi, dans le passé avec les business justement de commodité où c'était difficile de me démarquer, où j'étais face à des multinationales littéralement qui vendaient les mêmes produits que moi. Donc bref, j'ai décidé de me diriger en positionnement. Et lorsque j'ai rencontré LinkedIn, ça a été une histoire d'amour. J'ai tombé en amour littéralement avec la plateforme, particulièrement dû au fait que j'avais un background en B2B aussi. J'avais travaillé chez GE dans des startups où justement j'avais fait du développement d'affaires en B2B. Hmm. Et donc c'était pour moi une super plateforme. Et donc, sur une période de presque 4 ans maintenant, j'ai continuellement travaillé à développer la profondeur de mon expertise sur la plateforme. Et me voilà ici aujourd'hui, Ah, il va trop grâce bien. à toi qui m'as invité avec, on peut peut-être le dire, là, j'ai la voix un petit peu rouée parce que j'ai un spécial COVID ce matin, malheureusement. Donc, depuis lundi, là, j'ai attrapé la COVID, mais ça va, je suis là et je vais essayer d'aller chercher toute mon énergie Voilà, et donc pour être. je vous demande de la bienveillance et du et, pour David qui va donner le maximum, mais on ne t'en veut pas si justement il y a un coup de moins bien pendant le live. Ce que je vous propose, merci pour cette introduction, David. Et puis du coup, là, vous avez compris, on va parler justement de personal branding. Alors, pour ceux qui étaient là ce matin, on a fait un live avec toi, non Georget, où on a principalement parlé prospection et création de contenu. Et donc, du coup, il y avait la notion de personal branding qui justement commençait à poindre le bout de son nez. Et voilà, on va pouvoir réembrayer sur le sujet avec toi. Comme d'habitude, dans le chat, vos questions. On est là pour être dans l'interaction et la discussion et pouvoir rebondir par rapport à vos activités et par rapport à vos profils et à vos business respectifs. Dans le chat, levez la main aussi, la fonction lever la main si vous avez des questions pour pouvoir les dire à l'oral. Je te propose, mon cher David, de commencer déjà d'introduire un peu la notion de personal branding. Parce que du coup, tu as dit, voilà, réussir à se démarquer. On a parlé donc, du coup, de marque personnelle, etc. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire, tu vois, personal branding, mot qui peut être un peu fourre-tout. Concrètement, matériellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais d'abord, faut faire la différence entre la définition de la marque, des attributs de la marque, de tout l'environnement visuel et
vraiment les actions qu'on va prendre pour bâtir la marque, pour se Ouais, ok, ouais. positionner. Donc ça, c'est important de faire la différence parce que lorsqu'on travaille à bâtir sa marque, à se positionner, ben en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on veut se positionner dans l'esprit de notre client idéal. Parce qu'une Mm. marque, en réalité, c'est la façon dont notre client idéal ou une audience va nous percevoir. OK, donc c'est pas nous qui décidons de notre marque, c'est vraiment les actions qu'on va prendre dans le but Mm. d'influencer la perception de notre Mm. client idéal. Mm. Donc, généralement, on va commencer par définir les attributs. Notre histoire, ça peut être notre histoire d'origine, les différentes histoires qu'on va communiquer, qui vont nous permettre justement de bien se positionner dans l'esprit de notre client idéal comme une référence de notre secteur d'activité, par exemple, de bâtir notre crédibilité, de bâtir notre notoriété, puis avec le temps, ben justement, bâtir un lien de confiance qui va nous permettre justement de bien se positionner pour que la journée, en anglais on va dire top of mind, hein, d'être Mm. vraiment à l'esprit de notre client idéal de telle façon que la journée où le besoin va émerger, ben c'est à nous qui va penser. Mm. Ça va devenir une évidence que de dire, ben garde, j'ai besoin d'un consultant en positionnement. Euh, je vois David sur LinkedIn ou sur le web ou dans des conférences, à différents endroits depuis des mois, des années. Mm. J'ai pu être témoin de son expertise et donc c'est à lui que je vais penser la Mm. journée que j'ai besoin d'un consultant en positionnement ou un spécialiste LinkedIn. La même chose pour un designer graphique, pour n'importe quel Mm. consultant finalement. L'idée, c'est vraiment de se positionner dans l'esprit comme une référence de notre secteur. Ok, ouais, donc du coup, on distingue bien le fait où on a une marque, où il y a une marque établie à un instant T et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour, en gros, euh, faire que cette marque ou cette image ou cette perception que l'on a de nous, eh bien, corresponde à ce qu'on veut que notre client idéal pense de nous. Et donc du coup, bah, si on décompose, quand tu parles d'action, ça va être quoi comme type d'action, tu vois? Tu parles de quoi comme type d'action concrètement? Oui, voilà, donc ça, c'est une bonne question hein, parce que ça va beaucoup, notre capacité à bien se positionner va beaucoup dépendre de l'efficacité des actions qu'on va prendre. Hmm. Donc souvent, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, OK, je vais sur LinkedIn, puis je me mets tu sais, je vais publier. Hmm. OK, mais qu'est-ce qu'on doit publier pour être en mesure de bien se positionner? Donc ça, c'est une première question qu'on doit se poser. Euh, Très globalement, je ne vais pas rentrer dans les Hmm. détails, mais je peux vous donner un petit peu juste le big picture là, de comment on peut mettre de l'avant une stratégie de contenu. La première chose, c'est qu'on va avoir besoin de contenu qui va nous permettre d'aller chercher de la visibilité. OK? Et ça, c'est une erreur fréquente qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, OK, ben, je vais publier, et je vais publier strictement sur mon expertise. Hmm. OK? Avec des contenus qui visent à démontrer mon expertise. Le problème, c'est que pour certaines personnes, ça peut bien marcher. Par exemple, si vous avez une expertise en orthographe, ben, ça peut bien marcher parce que c'est un sujet grand public. Et donc, ça va intéresser plusieurs personnes. Le problème, c'est que si la personne est spécialisée en intelligence artificielle, en machine learning, un sujet très Hmm. technique, et que la personne se met à publier strictement sur son sujet très pointu, très technique, ben, ça va intéresser très peu de gens et la personne ne sera jamais capable d'aller chercher la visibilité nécessaire pour aller chercher de l'attraction, pour faire croître son réseau, pour se faire découvrir, etc., etc. Donc, première chose, c'est vraiment important d'avoir des contenus, ce que j'appelle de haut de funnel, qui vont Hmm. viser à aller chercher de la visibilité. Ensuite, on va avoir des contenus de milieu de funnel qui vont permettre de bâtir le lien de confiance. OK, donc ça, c'est des contenus où on va partager nos valeurs, nos convictions, nos Hmm. motivations, notre vision, euh, notre mission, vraiment pour connecter sur une note un peu plus émotionnelle, Hmm. d'attirer des gens qui nous ressemblent. Et donc, ces contenus-là aussi sont super importants. Et une erreur fréquente, c'est de ne pas suffisamment créer de ce type de contenu-là. Ok. Je te dirais que les contenus de milieu de funnel, on va parler facilement de 60% de tous nos contenus, Ok, qui d'accord, ouais. vont Une viser grosse vraiment à partie. Ok. bâtir le lien de confiance. Ok. Et ensuite seulement, on va créer
du contenu qui va viser à démontrer notre expertise. Et donc là, on va parler peut-être de 10, 15, 20% de notre contenu. Ça peut être plus si notre expertise est grand public, mais de manière générale, disons que de 10 à 20%, ça va être suffisant vraiment pour démontrer notre expertise aux personnes intéressées dans notre audience. C'est-à-dire que lorsqu'on bâtit une audience, c'est pas tous des personnes qui vont avoir le profil de notre client idéal qui vont être intéressés de nous suivre. Non, on va les faire progresser dans ce que j'appelle le funnel de qualification et la petite proportion, le petit pourcentage qui ont vraiment le profil de notre client idéal, ben, eux vont s'intéresser, vont vraiment prendre le temps d'aller lire nos articles un peu plus longs où on fait la démonstration de notre expertise, ou de partager, ou de participer à une masterclass où on va plus en profondeur dans notre expertise, etc., etc. Et ça m'amène aussi à dire, à vous faire réaliser dans le fond que dépendant de où on va se situer dans le funnel, on n'utilisera pas nécessairement les mêmes formats de contenu. Donc, on va être beaucoup plus dans le post qui se consomme rapidement dans le haut de funnel, alors que dans le bas de funnel, ben là, on peut aller sur des formats où on peut aller plus en profondeur, un live, un podcast qui va durer un 45 minutes, un article, un livre blanc. Et donc, bref, c'est pas des contenus où on va tenter d'aller chercher énormément de visibilité, mais on va cibler les bonnes personnes, les personnes qui, l'étape suivante, vont probablement devenir des clients. Tu sais. Alors, c'est super intéressant euh, qu'on le réexplique de cette façon-là, parce que encore une fois, on l'avait introduit ce matin, et puis nous, on en a parlé en détail de toute façon dans la vidéo et dans le podcast qu'on avait fait tous les deux dans le cadre de l'Agora. Donc du coup, on reprend en fait cette idée d'architecture en funnel, en entonnoir, en gros du contenu, où on associe à chaque contenu qu'on va créer des objectifs qui leur sont spécifiques. Donc en gros, tu vas avoir les objectifs qui sont en bas, enfin les posts qui sont faits plus pour le bas de l'entonnoir ont des objectifs pour démontrer l'expertise, valoriser qu'on sait de quoi on parle, apporter de la valeur autour de notions vraiment très spécifiques, un peu plus techniques, mais qui vont vraiment s'adresser au cœur du problème de notre client idéal. L'intermédiaire, alors là, la différence, c'est que toi, tu dis c'est une grosse partie de notre contenu où là, on va plus être sur les valeurs, la connexion émotionnelle, le fait de renforcer le lien de confiance avec notre audience, et le haut du funnel qui a pour but d'attirer des nouvelles personnes en fait dans notre audience. Euh, sur ce haut de funnel, on parle de quel type de contenu? Sujet grand public, leadership, motivation, inspiration, Mm, euh, copywriting, tu sais, des choses qui vont être bénéfiques à tous les entrepreneurs ou à, mm, à toute la clientèle que l'on vise au sens large. mm. Donc, voilà. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Mélanie Bigot, Ouais, Mélanie qui Bico, est ok. correctrice, ben elle est constamment dans son champ d'expertise. Mais ça donne que son champ d'expertise est grand public. Tout le monde, on a intérêt à mieux écrire, à apprendre des règles de grammaire, etc., etc. Et donc, son sujet est grand public. Donc, euh, ça va arriver par moment qu'il va y avoir des interconnexions entre le haut, le milieu, le bas de funnel. Mm, Par exemple, on peut faire un storytelling de milieu de funnel qui va nous permettre d'aller chercher énormément de visibilité. Et donc là, on est à la fois dans le haut ou le milieu de funnel. Mais c'est vraiment sujet grand public, storytelling aussi qui va nous permettre de générer beaucoup d'engagement. On peut aller dans le débat, faire des posts participatifs. Dans le fond, sur LinkedIn, il y a un lien direct entre la visibilité puis l'engagement. Donc, tout ce qui va générer du like, du commentaire, va générer de la visibilité. mm, Donc, si on est dans la polarisation, si on est dans le débat, on est dans l'inspiration, la motivation, tous ces types de posts-là, euh, mm, évidemment, vont générer beaucoup de visibilité et vont mm, contribuer, dans le fond, à faire découvrir notre profil, puis mm. à amener des gens qui vont décider de nous suivre, de s'abonner à notre profil, donc à faire croître Ok. notre audience. Donc là, du coup, on est sur la création de contenu pour poser des actions poser des actions qui vont encourager un certain positionnement dans l'esprit de nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres actions
auxquelles tu penses? Là, on a la création de contenu et de posts sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut poser du coup pour agir sur son personal branding? Pour agir sur le personal branding, ben oui, absolument. Mais moi, j'aime bien le voir en termes de système générateur d'opportunités. Donc, Ok. le personal branding, ce qu'on va bâtir avec ce qu'on vient de parler en termes de création de contenu, c'est plus là, de bâtir un personal branding. C'est carrément de mettre en place une stratégie de contenu qui, au final, va nous permettre de générer des opportunités. Hmm. Ça peut être de générer des clients, mais aussi des opportunités de collaboration, de partenariat, d'investissement, se faire inviter sur des conférences, comme sur des panels d'experts, ce qui va Hmm. contribuer à nous donner encore plus de visibilité. Hmm. Donc, au niveau de la marque personnelle, sur LinkedIn, voilà, c'est clair que notre stratégie de contenu va y contribuer, mais la stratégie va contribuer à bien plus que simplement bâtir notre marque. Donc, si on parle de système générateur d'opportunités, ben c'est sûr que là, si on fait on met en place une stratégie de création de contenu, mais sans se soucier au préalable de, par exemple, optimiser notre profil LinkedIn, ben là, on va avoir un problème. Parce que Hmm. notre stratégie de contenu va générer du trafic sur notre profil LinkedIn qui n'est pas optimisé pour la conversion. Donc, imaginons que notre profil LinkedIn est simplement présenté comme un curriculum vitae qui parle de nous, de Hmm. nos objectifs, de nos aspirations, qui est réellement pas centré sur notre client idéal. Ben là, moi, je fais souvent la comparaison d'un engrenage qui va tourner dans le vide. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie sur notre stratégie de contenu pour générer du trafic sur un profil qui ne convertit pas. Et donc là, oui, ça va contribuer à bâtir notre marque, mais pas à générer des opportunités. Hmm. Donc, c'est très important d'avoir un profil qu'on va bien optimiser, euh, justement pour la conversion. À ce niveau-là, je peux peut-être plugger mon guide. J'ai un guide Allez, vas-y. d'optimisation. C'est davidgodreau.com// guide profil qui peut vous aider justement à optimiser votre profil pour la conversion. OK? Donc, c'est vraiment, généralement, lorsqu'on fait une optimisation de profil, oui, on va avoir des objectifs de vente, ultimement, de nos services. Euh, et ces services-là, souvent, sont dans le haut de notre échelle de valeur, mais on va optimiser notre profil autour de la première action. Une action qui ne demande pas nécessairement un engagement Hmm. significatif de la part de notre visiteur. Et donc, bref, ça peut être, par exemple, le téléchargement d'une gratuité, de booker un appel avec notre Calendly. Mais bref, c'est super important d'optimiser notre profil et ça va permettre ultimement de générer des opportunités. Donc, pour en revenir à ta question, Hmm. quand tu disais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, mis à part le contenu, pour Ouais. enrichir justement ce système générateur d'opportunités-là, ben oui, il y a par exemple, ben, vous avez parlé de prospection ce matin. Souvent, c'est deux choses qu'on va pouvoir faire en parallèle. On peut faire de la prospection, on peut en parallèle faire de la création de contenu, ce qui va faire que les personnes qu'on prospecte, lorsqu'ils sont mis en contact avec nos contenus, ben, ils vont être beaucoup plus enclins avec le temps à être réceptifs à notre prospection, à nos messages, de répondre, etc. Une chose qu'on peut faire si on n'aime pas créer du contenu, et ça on l'oublie souvent, ben, c'est de mettre en place une stratégie de commentaires. Ouais, ça j'aime Et bien. Ça, j'aime bien cette idée. Hmm. ça c'est très très puissant. Hmm. Et souvent, on va le négliger. Souvent, très souvent, moi, je vais dire à mes clients, avant même de penser à créer du contenu, prenez un mois ou deux, peut-être même 3 mois, à vraiment commencer à commenter de manière régulière. Hmm. Et ça, comment on peut le faire? Ben, premièrement, on peut cibler des créateurs de contenu qui ont beaucoup de Hmm. visibilité. On peut le faire stratégiquement. Là. On peut mettre Hmm. en place notre stratégie de contenu, de commentaires de manière stratégique. Donc d'abord en ciblant des créateurs qui ont beaucoup de visibilité et venir et être parmi les premiers à commenter sur Hmm. leurs publications. Ce que ça va faire, c'est qu'on a plus de chances de se retrouver parmi les commentaires pertinents et donc ça va générer beaucoup de trafic sur notre profil. Donc on se trouve dans le fond à surfer la vague des créateurs de contenu qui ont Hmm. beaucoup de visibilité. Donc c'est vraiment une bonne façon de le faire. En parallèle de ça, on peut aussi cibler des contenus de personnes qui sont vraiment, qui cadrent vraiment, qui ont le profil de notre client idéal, et ça va nous permettre de commencer à ouvrir la conversation avec eux, simplement en commentant sur leur publication. Donc à ce niveau-là, Hmm.
c'est très intéressant de faire ça. Surtout qu'au début, tu sais, créer du contenu, là, c'est vraiment une compétence profonde qu'on doit développer. Hmm. Et, et c'est un art, hein. C'est comme apprendre à jouer le piano. Oui, on peut prendre des cours, mais il faut pratiquer, Il il faut faut mettre en pratiquer, il faut, pratique. ouais. C'est à travers le temps qu'on devient toujours meilleur et qu'on s'améliore. Mais ça prend un certain temps et le fait de mettre en place une stratégie de commentaire peut être intéressant. Vas-y. Je te remercie de balancer cette astuce et cette stratégie aussi vite parce qu'à un moment, de toute façon, je t'aurais. Parce que moi, c'était vraiment une stratégie qui m'avait explosé quand tu me l'avais partagé, auquel je n'avais pas pensé, mais de manière aussi globale. Donc, du coup, je te remercie de l'avoir mis sur le plateau. Là, maintenant, on a 3 questions, mon cher David. Donc, je te propose de les prendre parce que si on continue, on va se retrouver avec 25 questions D'accord. et ça sera ennuyeux. Alors, Anne-Catherine qui demande comment articuler les 3 types de contenus, donc du coup, haut, milieu, bas de funnel dans le temps. Est-ce successivement, en même temps? Comment est-ce que, en gros, tu organises, tu structures périodiquement ta création de contenu? Ça dépend beaucoup de votre fréquence de publication Hmm. et la fréquence que vous êtes en mesure de soutenir. Parce que dans un monde idéal, on publierait chaque jour. Hmm. Mais c'est vraiment pas tous les entrepreneurs qui Hmm. ont cette capacité à publier, à maintenir cette fréquence-là sur le long terme. Donc d'abord, ce qui est important, c'est d'adopter une fréquence qu'on va être en mesure de soutenir sur le long terme, parce que sur LinkedIn, on n'aura pas jamais de résultats sur le court Court terme. terme. C'est à Hmm. moyen et long terme. Donc c'est vraiment très important en priorité d'être en mesure de soutenir, de publier avec régularité sur une Hmm. longue période. Donc, disons qu'on prend en considération qu'on va être environ à 10-15% dans le bas de funnel, peut-être un 60% dans le milieu de funnel, puis aller chercher un 20% dans le haut de funnel. Ben, en fonction de la fréquence, si on publie, exemple, 2 fois par jour, ça ne sera pas la même chose que si on publie à chaque jour. Hmm. Tu sais, disons qu'on publie 5 fois par jour, par semaine. 5 fois par jour, Là, ça là, serait là, bien ouais, là, intense. ça devient vraiment chaud, là. La fatigue commence à embarquer, je suis désolé. C'est, c'est- Si on publie 5 fois par semaine, ben on pourrait dire, OK, le lundi, je vais être dans le haut de funnel. Les mardis, mercredis, jeudi, je suis dans le milieu de funnel. Puis le vendredi, je vais être dans le bas. J'étudie le Ouais, c'est haut, mais ça, en ouais, tout cas. t'as tout dit, t'as tout Bref, dit. ouais, c'est ça. Donc, vous comprenez, c'est la façon dont on va l'articuler. C'est vraiment de dire, OK, je veux avoir un certain pourcentage dans le bas, avoir beaucoup de contenu dans le milieu de funnel, d'avoir des contenus inspirants, motivants dans le haut de funnel. Et donc, en Hmm. fonction de ça et de votre fréquence, ben là, vous pouvez l'adapter en conséquence. Ouais, ça roule, Anne-Catherine? Splendide. Magali qui demande alors comment tu fais pour mettre en avant ton calendrier sur LinkedIn? Euh, donc en gros un lien externe c'est Oui, ben c'est ça exactement. Il y a la section Notre sélection qui ouais, voilà permet c'est de ça. mettre des liens externes. Et donc, voilà, on peut faire ça. On peut mettre le lien Calendly dans notre résumé de profil aussi. Mais je dirais que la meilleure façon, c'est vraiment Dans l'onglet dans la ma section de notre sélection. sélection parce que c'est vraiment mis de l'avant. Hmm. C'est vraiment facile à voir dans cette Et puis section-là. et Puis puis une ça fois apparaît dans le haut du profil. tu peux en plus après modifier le titre, ajouter un descriptif avec un incitatif. Enfin je suis d'accord avec Ouais. toi, c'est la meilleure façon. Et tu peux remettre quand même le lien à la fin de ton résumé, mais ça sera pas un lien cliquable. Non, malheureusement, c'est Ouais. ça. C'est la grosse C'est différence. C'est pas un lien cliquable. Un autre endroit où on peut l'ajouter, en plus de la section de notre sélection, on peut l'ajouter sous chacune des expériences. On a toujours l'option d'ajouter des médias. Et dans ces médias-là, on peut mettre des liens externes, donc on peut l'ajouter Hmm. aussi après chacune des Ouais. expériences. Mais c'est vraiment en ajout, là, parce que Ouais, ouais. c'est beaucoup moins visible dans ces Hmm. sections-là. Yes, ça répond à ta question, Magali? Dis-moi dans les commentaires. Et en attendant, ouais, merci, ok, ça roule. Et donc, du coup, en attendant, on avait une autre question de David, justement. David à David, alors, qui dit, au lieu de commenter, j'ai partagé le post sur ma page et j'ai commenté sur ma page. Est-ce moins bien? Alors, donc, du coup, tu as partagé sur ta page entreprise ou ton profil, David? Sur ma page d'entreprise, D'accord, ok.
Ok. J'ai partagé vraiment tout le post en fait. Donc ça permet quand même que la personne que je partage, il le voit. Mais par contre, effectivement, ses interlocuteurs à lui, il le voient peut-être pas. Euh, Donc là, on parle d'un partage avec la fonctionnalité partage. Oui, c'est ça, ouais. OK. Non, je copiais le. Comment je faisais? Non, je partageais. Non, je partageais, ouais, c'est ça. Ok. Partager. OK. Sur LinkedIn, la fonctionnalité partage offre très peu de visibilité pour la personne qui partage. OK? Donc, c'est plus un geste de générosité pour le créateur du contenu original. Donc, c'est considéré en termes de pointage, que je pourrais dire, Hmm. un peu comme un commentaire en termes de visibilité, d'apport de visibilité pour le créateur original. Le problème, c'est que pour nous-mêmes, lorsqu'on fait un partage, on va avoir très très peu de Hmm. visibilité. Donc pour cette raison-là, c'est préférable de faire un commentaire que de faire le partage, ou Directement. du moins de faire les deux si on veut faire un partage. Euh, mais même de ça, généralement, si on va avoir de la visibilité, moi je vais plutôt recommander de créer un post original et de citer le créateur du Ouais. post original. Donc de Hmm. cette façon-là, on va aller chercher beaucoup plus de Ah, c'est visibilité intéressant. Ouais. En gros, tu pour vas le faire. citer. Tu écris le post et tu mentionnes la personne en disant bah, suite au post de machin, ou alors Et voilà. Oui, c'était comme ça. Oui, dit. c'était ça en fait que je faisais. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais le lien vers le post en dessous et au-dessus, j'avais dans mon article, je mettais mon commentaire dans l'article en fait. Alors, ouais, non, ouais, d'accord, ok. Mais donc, du coup, en fait, à partir du moment où il y a partage de post, C'est ça. ton nouveau post à toi, il va perdre il perd immédiatement en visibilité. Il n'y aura pas de visibilité pratiquement, c'est ça. Ouais, c'est Puis ça. j'ai fait des tests déjà sur. En fait, c'était plus à travers des observations, mais sur certaines de mes publications qui ont généré beaucoup de partages. J'avais fait une comparaison sur tous ceux qui avaient partagé. Il y avait une personne qui, plutôt que d'utiliser la fonctionnalité partage, avait vraiment pris mon image, avait recréé un post original, m'avait cité sur son post, et il y avait vraiment une différence marquée, là. Par exemple, ceux qui avaient utilisé la fonction partage avaient une ou deux réactions, généralement pas de commentaires, alors que la personne qui avait recréé un post original avec mon image Hmm. avait fait au-delà de 40, 50 réactions. Et Hmm. en termes de visibilité, ça fait une Ouais, différence c'est énorme, là. On parle de énorme, ouais. quelques dizaines, quelques centaines de vues versus des milliers de vues. Hmm. Donc voilà, lorsqu'on décide d'utiliser la fonctionnalité partage, c'est vraiment un geste de générosité. Ça va contribuer à offrir plus de visibilité au Hmm. créateur original, mais nous, personnellement, Il se passe on rien. n'aura aucune visibilité. Ouais. Ouais, c'est ça. Yes, Merci. ça répond à ta question, David? Tout à fait, merci. Bien sûr que ça Splendide. répond à ma question. Bah, évidemment que ça répond à ta question, David. C'est compliqué cette affaire. Bon, comme d'habitude, voilà, sentez-vous libre hein, de poser vos questions en direct. Levez la main si justement ce qu'on dit fait écho à vos situations. J'aimerais bien, David, nous on se repenche sur le coup du profil. Parce que dans ton système de génération d'opportunités, j'ai mis le lien vers ton guide, mais déjà là immédiatement. Euh, si on peut inciter les personnes qui nous regardent à aller checker, tu vois, 3-4 premiers trucs sur leur profil et à regarder si tu vois déjà 3-4 leviers prioritaires Oui. sur le profil. Tu peux partager ton écran si tu veux pour Ouais, ben montrer un c'est ça, truc. j'ai presque envie de partager mon profil, ça va être Eh ben vas-y, mais le plus vas-y. efficace. Hop. Oh là là, mon Dieu! Il y a même la vidéo, trop bien. Je kiffe. Je l'ai pas encore fait ça. Donc, donc voilà, les principaux leviers, il faut savoir que la majorité de vos visiteurs, 90% et plus, vont voir seulement le haut de votre profil. Donc, ils ne prendront pas le temps de descendre pour voir votre parcours d'expérience, de formation, etc. Donc, c'est vraiment dans ce qu'on appelle le above the fold, là, donc tout ce qu'on voit avant de dérouler, c'est vraiment les éléments les plus importants à optimiser. Donc, première chose qu'on va voir sur le profil, c'est la bannière. Donc, c'est notre chance d'interpeller notre visiteur. On peut le faire de différentes façons. Moi, j'aime adresser un de ses problèmes prioritaires. Donc en disant, bon, OK, Hmm. ici, si on faisait décoller ton entreprise sur LinkedIn en 2022, un besoin ou un problème. Donc, l'idée, c'est, OK, je m'adresse aux indépendants, veulent faire
leur place sur LinkedIn, veulent faire décoller leur entreprise. Donc, je vais aller les accrocher avec ce titre-là. Au niveau de la bannière, on ne veut pas quelque chose de très chargé. On veut avoir un design épuré. Parce que plus on a d'éléments, plus l'importance qu'on va accorder à chacun de ces éléments-là vont être dilués. Donc, un bon contraste ici, le meilleur contraste possible, c'est du noir sur fond blanc. Bonne hiérarchie visuelle. Donc, en gros titre, petit titre secondaire pour amener les gens à aller avoir ça comme deuxième élément. Ensuite, notre photo de profil, on va avoir un plan épaule. Une photo professionnelle. Évidemment, si on peut ajouter un contour, un fond uni ou un fond flou. Ça va nous aider à sortir, à se démarquer dans les résultats de recherche. Vous avez vu, il y a la vidéo d'introduction qu'on peut mettre aussi. C'est une vidéo de 30 secondes. Ça, c'est le fun parce que ça nous permet de montrer notre personnalité, notre façon de s'exprimer. Donc, le rôle de la photo, c'est vraiment, une fois qu'on a accroché notre visiteur avec notre bannière, le rôle de la photo, ça va être vraiment justement de créer une connexion émotionnelle. Donc, si on ajoute une vidéo, ben, ça va vraiment venir enrichir notre capacité à développer ce lien de confiance, ce lien émotionnel-là. Faites attention. Souvent, je vais voir une superbe photo de profil et une vidéo vraiment... moche, toute nulle. Ben oui, prise devant une cuisine avec de la vaisselle sale et donc vraiment pas professionnelle. Donc, plutôt que d'avoir une vidéo qui est vraiment pas professionnelle, c'est mieux de pas en avoir. Donc, essayez d'avoir une vidéo qui est au moins, qui a un niveau de professionnalisme au moins égal à celui de votre photo de profil. Ensuite, l'étape suivante, la troisième chose qu'on va voir sur votre profil, c'est votre titre. Donc ici, c'est vraiment l'occasion de faire comprendre à votre visiteur comment vous pouvez l'aider, ce que vous faites. Donc, vous pouvez écrire ici votre énoncé de positionnement. Là, je ne suis pas mes propres conseils, mais généralement, je vais recommander de mettre comme premier élément un mot-clé. OK? Parce que de tout le profil, l'endroit où les mots-clés ont le plus de poids dans les résultats de recherche sur LinkedIn, c'est vraiment votre titre, le titre principal. Donc, si vous êtes conseiller financier, par exemple, ben c'est le mot-clé que votre client idéal est le plus susceptible d'utiliser pour essayer de vous trouver sur LinkedIn. Ben, je vous conseille de le mettre vraiment au début de votre titre. Donc, moi, j'aurais pu, plutôt que de le mettre ici, consultant positionnement, j'aurais pu écrire consultant positionnement, barre oblique, le gars qui te propulse sur dans le carré d'as sur LinkedIn. Donc, bref, c'est vraiment solidé. Et voilà, les deux derniers éléments qui sont vraiment très importants, c'est d'utiliser la section Notre sélection pour, comme on le disait tantôt, mettre soit des preuves de crédibilité, des témoignages, ou ça peut être un appel à l'action, votre Calendly, une gratuité que vous pouvez inclure ici. Donc, moi, j'ai mis mon guide ici. Puis ma formation, la Black Box, qui va sortir de façon imminente. Là, avec la COVID, ça me retarde un peu. Mais ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Puis finalement, ben, on y va avec notre résumé de profil qu'on va vouloir persuasif. C'est vraiment notre chance là, de convaincre, de persuader notre client idéal de prendre action avec notre résumé. Donc voilà, c'est vraiment les items, les éléments les plus importants à mettre de l'avant, à optimiser sur le profil. Et bah, je pense que ça donne une bonne introduction à l'optimisation de profil. Hein. Merci beaucoup David de l'avoir illustré comme ça et c'est vraiment vraiment cool. Il y a Violaine qui posait une question ce matin, donc dans le live de ce matin, on disait qu'une page d'entreprise n'avait pas d'avantage en termes de visibilité. Toi, qu'est-ce que tu penses de la page d'entreprise? Tu vois, l'intérêt d'une page d'entreprise, comment est-ce que tu l'intègres dans ton écosystème, etc. Oui. Donc, ça dépend du point de vue. Donc, du point de vue de l'indépendant, c'est très différent que du point de vue de l'entreprise avec plusieurs employés. OK? Donc, déjà, ça, c'est une distinction qu'il faut apporter. Au niveau du point de vue de l'indépendant, je dirais que c'est important d'avoir la page entreprise et de travailler à bâtir sa page entreprise pour deux raisons. Premièrement, bon, je vais repartager mon écran finalement. Donc, premièrement, parce que ça va nous permettre d'avoir un logo, de faire afficher le logo. Et donc, visuellement, ça fait beaucoup plus professionnel sur le profil. Donc, pour le faire afficher,
c'est très important lorsqu'on écrit le nom de l'entreprise de vraiment cliquer sur l'entreprise qui va apparaître. Donc, si j'avais simplement écrit davidgodreau.com sans cliquer ici, le lien entre l'expérience et la page entreprise n'est pas fait. Donc, c'est super important de le faire. Ça va permettre aussi aux visiteurs qui veulent, c'est un point d'entrée vers votre site web. Donc, par exemple, pour ceux qui connaissent vraiment LinkedIn, moi, quand je veux visiter une page, un site web de quelqu'un, j'arrive sur son profil, je clique ici, ça va m'amener dans le bas du profil. Ensuite, je clique sur son logo, ce qui m'amène à sa page entreprise. Et je sais, lorsque j'ai la vue de membre, qu'il va avoir un bouton vers son site web. OK? Deuxième avantage. Et l'autre avantage aussi, comme là, je suis rendu, bon, c'est pas beaucoup, mais quand même, je suis rendu à 199 abonnés sur ma page. Plus on a d'abonnés, ça sert de preuve sociale. Donc, si par exemple, quelqu'un vient visiter ma page entreprise et j'ai seulement 30 abonnés ou 20 abonnés, ben c'est une indication que possiblement que ça fait pas très longtemps que ma page entreprise est créée. C'est une indication que peut-être ça fait pas longtemps que moi-même j'ai lancé mon activité. Et donc, au niveau preuve de crédibilité, preuve sociale, ça fait une différence. Donc, pour l'indépendant, c'est vraiment ces trois éléments-là. Le fait de pouvoir lier l'expérience à la page entreprise, le fait de créer un lien vers son site web et le fait que ça sert de preuve sociale, de preuve de crédibilité. Cela dit, pour la plus grande entreprise, donc si par exemple on prend la page LinkedIn, qui est un bon exemple, donc là ça va servir différents objectifs. Un de ces objectifs-là, ça va permettre de bâtir la marque employeur. Depuis récemment, il y a un bel onglet ici qui s'appelle « Vie d'entreprise ». Ok. Et donc, pour un chercheur d'emploi qui veut en apprendre davantage sur l'entreprise, pour voir la dynamique, pour voir la culture, donc c'est vraiment très intéressant. C'est aussi possible, et là j'ai écrit récemment à LinkedIn pour savoir pourquoi moi j'ai pas accès à cet onglet-là, c'est possible de mettre des produits. Et donc, jusqu'à 30, ouais. je crois que c'est jusqu'à 35 produits. Et donc, moi, je veux pouvoir mettre mes produits, mettre mes formations sur ma page LinkedIn d'entreprise. Malheureusement, j'y ai pas accès. Puis là, j'essaie d'investiguer pour comprendre pourquoi j'y ai pas accès. Mais lorsqu'on a accès à cette fonctionnalité, c'est génial parce c'est que... intéressant, hein. Ben oui, ça permet... Puis ça, c'est un avantage aussi pour un indépendant. Donc, un quatrième avantage, de pouvoir lister nos produits sur notre page entreprise. Donc, voilà deux avantages intéressants. D'autres avantages que là, en regardant les onglets, c'est aussi, moi, tous mes événements que j'organise sont affichés aussi sur ma page entreprise. Donc, c'est possible de cliquer sur l'onglet événements et de voir tous mes événements passés et à venir. Donc, bref, il y a certains avantages. C'est simplement que souvent, on va entendre que c'est pas très intéressant de travailler sur notre page entreprise parce que ça offre très peu de visibilité sur les contenus que l'on poste. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres avantages à travailler. Et donc, d'autres avantages qui me viennent là, en parlant, les contenus sont beaucoup mieux structurés. Par exemple, c'est possible de voir toutes nos vidéos qu'on a publiées sur notre page entreprise. Donc, encore une fois, pour un chercheur d'emploi, pour un client qui veut en apprendre un peu plus sur nous, ben, ça lui permet d'aller voir toutes nos vidéos, de pouvoir visionner nos vidéos, de voir nos événements. Et un autre avantage, c'est que sur ces contenus-là, la page entreprise offre des statistiques beaucoup plus avancées. C'est même possible lorsqu'on poste, de cibler des audiences spécifiques. Donc ça, c'est vraiment cool. Je peux peut-être vous le montrer. Vas-y, remonte David, remonte. Donc, si je vais dans ma page entreprise, si par exemple, je fais un post, je peux, plutôt que de poster à tout le monde, de poster à une audience ciblée et vraiment de cibler une audience géographiquement géolocalisée, de cibler certaines fonctions. Je pourrais cibler seulement les indépendants, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un avantage intéressant. Donc bref, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc c'est le désavantage. Donc du coup, mais on peut voir, bref, qu'il y a plein d'avantages. C'est simplement que comme il y a très peu de visibilité, ben, il y a beaucoup d'experts LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui vont véhiculer que ça vaut pas le coup d'investir dans notre page entreprise.
Mais je pense que là, je viens de vous démontrer que, somme toute, il y a quand même plusieurs expériences. En fait, du coup, ce qu'on dit, avantages à le faire. ouais, voilà, ce qu'on dit souvent, c'est ça sert à rien de poster sur la page d'entreprise et au final, tu viens pas trop contredire cette idée. Par contre, il y a un vrai intérêt quand même à construire sa page d'entreprise et à bien la structurer. Il y a des trucs intéressants à aller chercher via sa page, quoi. Ben oui, puis tu sais, comme par exemple, si on publie une vidéo sur notre profil personnel, il n'y a rien qui nous empêche de prendre 2 secondes pour la publier sur notre page entreprise. Ce qui va faire que cette vidéo-là va se retrouver dans la section vidéo. Et si éventuellement un client potentiel veut en apprendre un peu plus sur nous, ben, il va pouvoir aller dans cette section-là et voir toutes nos vidéos, chose qu'on ne peut pas faire sur le profil personnel. Les vidéos apparaissent un peu n'importe comment à travers tous nos contenus. Deux questions techniques. La première, c'est David qui dit que dans les outils d'administration, LinkedIn propose de faire une page vitrine. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, Euh, en gros, du coup, David derrière dit, ne faut-il pas créer une page vitrine pour mettre les produits? bonne question. C'est beaucoup En fait, c'est un peu ce que j'ai fait ici, mais c'est beaucoup moins efficace que des produits. Donc, si on va, par exemple, ici, voir ma page en tant que membre, Hmm. donc, si j'avais des produits, les produits apparaîtraient ici, Mhm. au niveau Des des onglets. onglets, et donc on peut facilement voir les produits, alors que les pages vitrines n'apparaissent pas. Donc là, je le vois Mhm. comme... je vais juste ouvrir mon compte de formation, parce que c'est pas exactement la même vue. On va aller voir David ici. Donc voilà. Alors que la page vitrine, plutôt que d'apparaître dans les onglets, la page vitrine apparaît à droite ici. Donc c'est, Mhm. tu sais, à travers les pages également consultées. Donc Mhm. c'est beaucoup moins efficace, à Ouais, mon d'accord, ok. sens, qu'un onglet produit. Donc Mhm. pour ceux qui peuvent avoir l'onglet produit, à mon sens, c'est beaucoup plus efficace. La page vitrine peut être utilisée comme une alternative, mais à mon sens, c'est vraiment moins efficace. Ouais. Yes, ça roule trop bien. Merci David. Ça répond à ta question, mon cher David? Ouais, super. Merci. Anne-Catherine avait une autre question qui, je pense, concerne aussi beaucoup d'autres personnes parce que c'est souvent une question qui revient. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un profil premium? Et en quoi ça apporte des éléments complémentaires pour cibler sa com ou en tout cas pour renforcer sa démarche de personal branding, etc. OK. C'est intéressant, absolument. Moi, j'ai un compte Premium Business. Il faut faire déjà la distinction entre un compte Premium Premium. Business et Sales Navigator. Mm, Sales Navigator, c'est vraiment un outil à part de LinkedIn qui va nous permettre d'aller chercher un ciblage beaucoup plus avancé. Donc, lorsqu'on fait de la prospection de manière proactive, mm, c'est vraiment intéressant d'avoir un Sales Navigator qui va nous permettre, par exemple, de cibler des entreprises avec un département spécifique qui est en croissance. Donc, si mm, on offre ou un nombre d'employés donné sur un département mm, spécifique ou pour une entreprise. Et donc, si je vous donne un exemple, on offre des services de TI, on veut cibler des entreprises qui ont plus de postes administratifs. Hein, donc, c'est pas tout d'avoir, mettons, 200 employés. S'il y a 199 de ces employés-là qui travaillent sur le plancher dans une usine, lorsqu'on offre des services en TI, ben c'est pas la même chose que si on mm, a 200 postes administratifs. Donc bref, un outil comme Sales Navigator va nous permettre vraiment d'aller cibler de manière plus efficace certains clients. Donc ça, c'est un avantage. Au niveau de premium business, moi souvent, je vais recommander à mes clients de faire le saut le moment où vous rencontrez des limitations. Donc, à partir mm, du moment, exemple, que vous commencez à être beaucoup plus actif sur LinkedIn, que vous faites plus de recherches, que vous visitez beaucoup de profils, très rapidement, LinkedIn va vous limiter. Donc, vous allez avoir un message qui va vous dire, OK, on détecte que vous faites une utilisation de LinkedIn qui se rapproche d'une utilisation plus commerciale. Donc, si vous voulez continuer de visiter des profils, de faire des recherches, vous devez passer à un compte Business Premium. Donc souvent, moi, je vais recommander à mes clients d'attendre de rencontrer ce mur-là ouais, avant de faire le saut. ouais, bon conseil. Cela dit, il y a Super quand conseil. même des avantages intéressants de faire le saut sans attendre.
Déjà, ça va nous permettre, par exemple, de voir tous ceux qui visitent notre profil sur une période de 90 jours. Donc, si on veut utiliser une stratégie pour contacter ces gens-là qui visitent notre profil, ça peut être intéressant. Ça va permettre aussi de rendre notre profil en open profile, c'est-à-dire que ça va permettre à n'importe qui de nous contacter directement, sans limitation. Donc, si on veut que nos clients potentiels puissent nous contacter à travers la messagerie sans limitation, le compte Premium Business va nous permettre de le faire. Donc, il y a des petits avantages comme ça, mais il faut juger si ces avantages-là valent le prix Pour que vous, ça nous quoi. coûte par mois de le payer. Tu sais. Donc, si réellement vous le faites de manière proactive, de contacter ceux qui visitent votre profil, ben, ça peut valoir le coup. C'est toujours une analyse coût-bénéfice en bout de ligne qui va déterminer si ça vaut le coup pour vous de prendre le Ouais. Business Premium ou Sales Navigator. Et David qui demande le premium marche-t-il pour la page entreprise? C'est pas lié, hein. Non, c'est pas lié. Non, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la page entreprise. Mm. Par contre, je suspecte que les onglets qu'on n'a pas accès, comme moi par exemple la vie d'entreprise, j'y ai pas accès, je suspecte que c'est peut-être accessible seulement lorsqu'on a le compte Recruiter. Ah oui, 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 oui. C'est possible qu'on ait cette fonctionnalité-là additionnelle. Possible aussi que l'onglet produit soit disponible seulement lorsqu'on a Sales Navigator, pas certain. Hmm. Je souhaite que le service à la clientèle me réponde là, pour avoir Mais l'information. vraiment l'information, ouais. Yes, bon, ça fait déjà pas mal de matière. Est-ce que déjà dans le chat, vous avez d'autres questions ou d'autres sujets justement sur lesquels vous souhaiteriez qu'on rebondisse avant de prendre un dernier sujet de conclusion, vraiment pour conclure. Bon, je vous laisse répondre dans le chat. Moi, David, j'aimerais bien qu'on conclue notre échange. Donc là, en fait, on a parlé de personal branding, donc à la fois intégré dans un système de génération d'opportunités, comme tu le disais, où en gros, faut vraiment bien avoir en tête que tout ce qu'on va mettre en place comme, euh, comme action de contenu doit être pensé de manière stratégique où en gros ce contenu doit amener à ce que derrière il y ait une vraie opportunité concrète et que ça soit pas juste du trafic sur lequel on n'a pas on n'a pas vraiment un effet de levier. Euh, Est-ce qu'on peut juste revenir sur cette notion, tu vois, de perception du client idéal? Euh, Parce que du coup, le but de la démarche est quand même de modifier la perception que ton client idéal a de toi, enfin de la modifier dans le sens le plus positif du terme. Et que du coup, ils te perçoivent comme toi tu l'espères. Quelles sont les questions qu'on doit se poser, tu vois, en amont, euh, plus en profondeur que simplement dire bah, comment je veux que mon client idéal me perçoive. Mais tu vois, quelles sont les différentes questions qu'on doit être amené à se poser pour justement entamer, tu vois, les bonnes démarches de création de contenu, de personal branding, etc. OK. À ce niveau-là, je dirais que tout revient à notre avatar client. Ok. OK, donc on doit connaître, on peut en avoir plus qu'un, mais on doit savoir à qui on s'adresse, connaître ses objectifs, ses problèmes, ses aspirations, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et sachant tous ces éléments-là par rapport à notre avatar client, ben on va être capable beaucoup plus facilement de donner une direction à toutes nos stratégies sur LinkedIn. Donc une direction au niveau de notre création de contenu. Bien évidemment, sachant exactement à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à Julie qui a 28 ans, qui est en début de carrière, qui est indépendante et qui veut se lancer sur LinkedIn, ou on s'adresse à Claude qui a 60 ans, qui a une business bien établie et qui veut se lancer sur LinkedIn peut-être pour aller développer des nouveaux marchés, etc., etc. Donc en fonction de ça, ça va complètement influencer la direction de notre prospection, la direction de notre message, la façon dont on va optimiser notre profil, la direction de notre création de contenu, la façon dont on va vouloir se positionner aussi. Donc c'est sûr que tout dépend vraiment de notre avatar client. Dans la formation, la Black Box,
souvent je donne l'exemple que je suis tout au long de la formation, c'est celui d'un coach immobilier qui accompagne des courtiers immobiliers. Et je donne 3 exemples d'avatars. C'est très différent, la courtière immobilier qui n'a pas encore de réseau, qui se lance dans le marché, qui a de la misère à aller chercher des propriétés. Très différent de celui qui est nouvellement père de famille, que ça fait 10 ans qu'il est courtier, qui a déjà un réseau, etc. Ou celui qui a un bureau avec plusieurs courtiers, qui domine certains marchés. Donc, on va pas s'adresser, on peut pas s'adresser à ces gens-là avec le même message. C'est impossible. Donc, c'est vraiment très important de savoir à qui on s'adresse. Et de ça, tous les choix qu'on va faire vont découler justement de notre avatar et de celui à qui ou celle à qui on s'adresse. Trop bien. Pour finir, David, il y a 2 dernières questions. La première, alors Violaine, on en avait déjà parlé, mais on va peut-être y re-répondre rapidement. Est-ce que la fréquence de publication fait partie de la stratégie de contenu? Désolé si tu as déjà répondu. En gros, je pense qu'on peut tourner la question d'une façon, c'est est-ce que ta stratégie de contenu a un impact sur la fréquence, ou est-ce que c'est la fréquence qui détermine la stratégie de contenu? La fréquence a une importance définitive dans la stratégie de contenu. Idéalement, on publierait à chaque jour. Mais, comme je disais tantôt, le plus important, c'est d'être capable de la soutenir dans le temps. Et donc, tout dépend de ça, parce que si on n'est pas en mesure de publier avec constance, régularité sur une longue période, et de soutenir cette stratégie-là dans le temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, lorsqu'on a une décision à prendre au niveau de la fréquence, on est mieux au début d'être conservateur, de dire « Ok, je vais commencer à publier une fois par semaine. Puis par la suite, quand je vais pouvoir démontrer que je suis en mesure de soutenir le rythme, je vais augmenter à 2 fois par semaine. Et si ça va bien, je vais augmenter le rythme jusqu'à ce qu'éventuellement, peut-être que vous allez publier un peu plus souvent. » La vie étant ce qu'elle est aussi, il y a des périodes aussi où on est plus occupé, des fois on l'est un peu moins. Donc présentement, moi je suis dans une période très occupée, j'ai diminué ma fréquence de publication. Donc idéalement, on va publier au moins une fois par semaine. Mais encore là, l'idée c'est d'adopter la fréquence qui va vous correspondre. Donc c'est pas tant de dire, ok, c'est quoi l'idéal d'un point de vue, ok, je veux devenir un super influenceur, une rockstar LinkedIn. Ben c'est sûr que je vais dire, ben publier à chaque jour. Ouais. Mais la réalité étant ce qu'elle est, on est des entrepreneurs, puis on n'a pas juste ça à faire de publier sur LinkedIn. Donc, et voilà, mais il faut prendre conscience cependant, parce qu'il y a des gens que c'est comme l'inverse. Ils veulent même pas passer 15 minutes par jour sur LinkedIn. Mais il faut prendre conscience que c'est un canal d'acquisition de clients. Ouais. Et que c'est un canal beaucoup plus efficace que d'aller dans des 5 à 7, rencontrer des gens qui, 95% du temps, ne sont pas notre client idéal. Et donc, lorsqu'on pèse les pour et les contre, ben souvent c'est beaucoup plus avantageux de dire ben je vais passer un peu moins de temps à aller dans des 5 à 7. Vous utilisez pas ça 5 à 7? Non, mais c'est dans des événements réseautage. Je vais arrêter d'aller dans un événement réseautage, je vais me garder du temps pour faire de la prospection sur LinkedIn puis assurer une présence. Donc c'est de trouver notre juste milieu par rapport à ça. Ouais, je te remercie beaucoup David pour ce conseil et ce point de vue qui est vraiment très j'aimerais ça ajouter un élément que j'ai pas dit quand j'ai parlé de système de génération d'opportunités tantôt, et t'as ramené le sujet. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de générer du trafic puis qu'il arrive éventuellement ce trafic-là sur un cul-de-sac. Ok, on veut plutôt que ce trafic-là arrive sur un tremplin. Donc, ça va être quoi votre tremplin? Est-ce que ça va être un appel? Est-ce que ça va être un téléchargement de gratuité? Un livre blanc? Est-ce que ça va être de s'inscrire à une newsletter? Pour qu'éventuellement, ce tremplin-là amène votre client idéal à continuer de progresser dans votre canal dans votre funnel de qualification puis dans votre funnel de vente. OK? Donc, c'est très, très important. Je vois tellement d'entrepreneurs qui s'investissent à fond sur LinkedIn, qui investissent énormément de temps et tout ce beau trafic-là arrive sur un cul-de-sac. Un profil qui est optimisé autour de l'entrepreneur, qui n'a pas de ligne magnet, qui n'a pas de point d'entrée dans une newsletter, qui n'a pas de possibilité de prendre une prise de rendez-vous.
Et donc ça, c'est vraiment très important de le considérer dans la Ouais. stratégie. Merci beaucoup David. Il y avait une dernière question d'Anne-Catherine et on va conclure là-dessus. Pour prospecter, est-il pertinent de créer des conversations 2 à 2 via la messagerie en complément de la démarche de commentaires faite sur les posts? Donc en gros, est-ce que tu vois la création de contenu plus axée personal branding est complémentaire d'une démarche de prospection directe, ciblée, où tu vas engager des discussions en message privé? Euh, Absolument. On n'en a pas parlé de la messagerie, mais c'est un pilier majeur de toute mm, stratégie sur LinkedIn, tant pour la prospection que pour la création de contenu. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la création de contenu, l'algorithme, lorsqu'il détermine les contenus qu'il va afficher dans le fil d'actualité, mm. il considère 3 critères importants. Donc, excusez-moi, Les interactions? Non, la la pertinence, ouais. pertinence selon l'intérêt de l'utilisateur, la probabilité d'engagement et le troisième, la relation de proximité. Et Mm, la relation de proximité est mesurée directement avec les conversations qu'on a en commentaire, mais beaucoup, beaucoup en messagerie. mm, C'est la raison pourquoi vous l'avez sûrement remarqué, vous avez des discussions en commentaire, en messagerie, puis soudainement, vous voyez le contenu de la personne avec qui vous venez mm, de parler. C'est directement lié avec ça. mm, Donc, mm. c'est Non, ouais, important pour vraiment maintenir des relations de proximité avec nos relations, pour qu'ils voient davantage nos contenus, mais c'est important aussi pour plein d'autres raisons, pour bâtir le lien de confiance, pour rester top of mind, pour... mm, Bref, c'est vraiment... Emmanuel Pétiot, c'est la queen pour toujours... je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour mm. entretenir des relations, je pense qu'elle envoie 80 messages par jour. Là, donc, c'est Ouf. vraiment une bonne pratique que d'entretenir nos relations en Mm. messagerie. Merci infiniment, David. Vraiment, merci à toi. Est-ce qu'on peut envoyer du pouce en l'air à David Merci juste beaucoup, pour merci à le remercier tous. vraiment. Merci infiniment d'avoir partagé tous ces super conseils, ces bonnes stratégies, d'être rentré dans ton profil, d'avoir vraiment mis de l'illustration concrète à tout ce que tu disais vraiment. Merci beaucoup, David, et de l'avoir fait Malgré la malgré la COVID. Covid, malgré le contexte. On se rappelle que il n'est pas au top de sa forme en plus. Donc, vous imaginez quand il est top énergie ce que ça peut donner. Donc, je vous invite à Puis aller quand je suis au top de mon énergie, je perds complètement mon accent canadien. Non, c'est pas vrai. Alors, vous imaginez. Alors, attention pour la prochaine. Attention pour la prochaine. Non, vraiment, merci beaucoup à toi, David. Merci à vous dans les commentaires pour votre participation. C'était encore une fois extrêmement chouette. Et là, il y a vraiment beaucoup de questions et tout. Et c'est vraiment cool, du coup, euh, pour l'échange et pour nous deux aussi. Hein, c'est un peu le but, quoi. C'est qu'on interagisse. Donc, quand il y a de l'interaction, c'est cool. Donc, vraiment, merci à toi, David. Un petit message pour toutes celles et ceux qui sont encore là. Euh, Puisque demain, hein, on continue les bonnes habitudes. Demain matin, jeudi matin, on va avoir un live avec PB Poncelin où on va parler copywriting. Et vous allez voir, ça va être énorme. Et l'après-midi, on est avec Lingensia où on va parler de marketing et de vente spécifique pour les coachs, mais vraiment beaucoup de conseils, à mon avis, qui vont s'appliquer à tous les freelances. Donc, c'est demain 10h et demain 14h. Et demain midi, il y a un nouveau live réseautage. Donc, entre midi et deux, à l'instant du déjeuner, pour que vous puissiez vous rencontrer entre vous, faire le petit exercice du pitch. Vous savez, celui qu'on aime bien. On doit se présenter en 1 minute. Et ben voilà, c'est demain midi pour celles et ceux qui souhaitent faire justement un 5 à 7, mais à l'heure du midi. Euh, donc voilà, et puis la dernière information, je vous en reparlerai pendant les prochains lives. Mais on organise le 26 avril. Alors, David, ça va être un peu loin de chez toi parce que c'est à côté de Lille. On organise un meet-up façon destination client pour toute la communauté des entrepreneurs. C'est une journée complète où
Vous allez pouvoir rencontrer d'autres indépendants. Il y a aussi beaucoup d'ateliers pour travailler sur différents aspects de votre développement commercial, marketing, prospection, etc. Avec l'équipe destination client. Donc, on va être une dizaine pour pouvoir vous accompagner tout au long de cette journée. Il y a un événement pour 50 personnes. Je vous ai mis le lien pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur le détail. Mais voilà, pour ceux qui veulent prolonger l'expérience Agora en physique, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour finir. Ouais, je serais là volontiers, mais c'est 5500 km. À vélo, ça prend quelques jours. Par maintenant. Ça prend des flotteurs, hein, Ça prend des flotteurs, un pédalo, on appelle ça. Ça fait il y avait l'événement à Paris qui est organisé par Alexandre Marotel hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. J'aurais bien voulu y participer, mais malheureusement, la distance fait que c'est difficile. C'est un peu compliqué, Mais en tout cas, le jour où on le fait à Montréal, David, tu seras le premier invité. Le premier. Ou le jour où j'ai mon jet privé, je vais venir vous voir. Ah, bah écoute, avec plaisir, quand même. Non, Anne-Catherine dit pas de jet privé. Le pédalo, c'est beaucoup plus écolo. C'est beaucoup plus écolo. Bon, donc, merci. Beaucoup, Mathieu, pour l'invitation et à toute ton équipe pour l'organisation. Je vais en profiter pour te le dire, franchement, un bel événement, beaucoup de valeur. Donc, c'est tout à ton honneur, vraiment, félicitations, bravo à toi. Merci beaucoup, David, merci à toi. Je te souhaite une excellente fin de journée, bonne journée à tout le monde qui nous regardait. Ciao, bye bye. Bye bye.